Ja, ik hou hiervan. Nee, maar je kunt toch niet serieus zeggen dat 40 graden, dat je dat nog leuk vindt? Nou, ik wil dat gewoon een keer meemaken. Dat is net als dat ik... code oranje afgegeven. Het wordt 33 graden in het noorden en in Limburg is 40 graden mogelijk. Morgen lijkt op... C'est le cas de le dire, oui. C'est pas faux. Le mot canicule, ainsi que le phénomène le décrivant, ne date pas d'hier. En effet, si on parcourt le corpus littéraire francophone de ces 300 dernières années, du moins sa partie numérisée et répertoriée par le plus célèbre des moteurs de recherche, on remarque que ce mot a été utilisé régulièrement, avec des pics de ça et là lors des épisodes dits caniculaires. En 1747, en 1788, d'ailleurs le contexte météorologique ayant précédé la Révolution française mérite une vidéo à part entière, en 1859, qui fut très meurtrière en Île-de-France, en 1947, qui fut la plus intense du XXe siècle, et évidemment en 2003, la canicule la plus médiatisée et documentée, qui a fait plus de 15 000 morts en France. L'Europe est à l'heure de l'union caniculaire. Dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest, on bat des records. Ainsi, la surmortalité a principalement frappé le centre-ouest du pays et l'Île-de-France. Dans les autres langues latines, bien que le terme local de vague de chaleur soit davantage employé, les mots canicula, canicola ou encore canicula existent bel et bien puisque, spoiler alert, le mot vient du latin canicula signifiant littéralement petite chienne. Cette douce appellation était l'ancien nom durant l'ère romaine de l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, et de la constellation du Grand Chien. Très canin ces Romains. Et la période de l'année où cette étoile, aka Sirius, aka Canicula, se lève en même temps que le soleil est la période la plus propice aux très fortes chaleurs puisque celle-ci s'étale environ du 20 juillet au 24 août, tous les ans. Bis repetita. Bien qu'elle puisse paraître subjective, il existe bel et bien une définition chiffrée de la canicule au sens climatologique et météorologique. Celle-ci dépend du lieu, de la fréquence d'occurrence des fortes chaleurs, et donc in fine de l'habitude entre guillemets de la population locale. En France, Météo France parle de canicule lorsque les températures minimales et maximales dépassent un certain seuil pendant 3 jours consécutifs ou plus. Et ces seuils varient évidemment pour chaque département, puisqu'un Brestois sera bien moins habitué aux 39,3 degrés Celsius qu'il a vécu ce lundi 18 juillet qu'un Dacois ou qu'un Biterrois. Mais à vrai dire, je pense que personne n'est vraiment habitué à ces chaleurs. L'explication qui semblerait a priori la plus logique, c'est que le soleil chauffe l'air. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque si on prend le rayonnement solaire qui pénètre le sommet de l'atmosphère par une journée caniculaire sans nuages, on remarque que dans tous les cas, il y a une petite partie de ce rayonnement qui est réfléchie par les constituants même de l'atmosphère et renvoyée vers l'espace, mais surtout que seule une toute petite partie de ce rayonnement est réellement absorbée par les composants de l'atmosphère afin d'en faire augmenter leur température. Donc une grande partie du rayonnement solaire qui pénètre l'atmosphère atteint le sol. L'air est relativement transparent au rayonnement et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va à travers. Le rayonnement qui atteint le sol est en partie réfléchi par celui-ci et renvoyé vers l'espace. Et le ratio entre le rayonnement réfléchi par le sol et le rayonnement incident qui atteint le sol est nommé albédo. Donc c'est un ratio qui naturellement varie entre 0 et 1. Les surfaces claires telles que le sable ou la neige réfléchissent une grande partie du rayonnement solaire, donc ont un albédo proche de 1, tandis que les surfaces plus sombres telles que les grandes étendues d'eau ou les forêts ont un albédo beaucoup plus faible et une grande partie du rayonnement sert dans ce cas à chauffer véritablement le sol. Ce sol, plus ou moins chaud, plus ou moins chauffé selon son albédo, va ensuite céder une partie de son énergie aux couches d'air avoisinantes, par conduction, mais surtout par convection. Et par la suite, par convection, de proche en proche, les couches d'air supérieures vont à leur tour voir leur température augmenter. Mais il faut déjà une masse d'air relativement chaude au-dessus de ce sol, puisque fin avril, le soleil est tout aussi puissant que le 15 août, mais les températures sont clairement pas identiques. Pour que cet air chaud soit présent au-dessus de nos contrées sur quelques kilomètres d'épaisseur, il existe deux grands phénomènes, à savoir l'advection, j'avais la flemme d'écrire, oui, qui est ni plus ni moins un transport de matière dans une zone où il existe un gradient, donc en l'occurrence ici, c'est un transport d'air chaud depuis une zone très chaude vers une zone un peu moins chaude,
Et c'est ce qui arrive très souvent en Europe occidentale par vent du sud, lorsque ce vent amène justement de l'air très chaud de la péninsule ibérique, voire d'Afrique du Nord. Et le deuxième phénomène est nommé la subsidence, donc c'est lorsque l'air descend, c'est le contraire de l'ascendance. Lors de conditions anticycloniques, c'est-à-dire de forte pression au sol, l'air a tendance sur une grande épaisseur de la troposphère à descendre progressivement pour in fine chasser les nuages au sol. Et lorsque l'air descend, il se comprime, sa pression augmente. Sont compressés. J'aurais pas dit mieux. Et avec quelques petites lois basiques de la thermodynamique, lorsque la pression d'un gaz augmente, sa température augmente également. Donc lorsqu'on a un air qui est déjà chaud en altitude, lors d'un phénomène de subsidence, on obtient un air excessivement chaud au sol. On a vu précédemment que le soleil chauffe le sol, et que le sol restitue cette énergie à l'air environnant par conduction et convection, ce qu'on peut appeler flux de chaleur. Ce flux se décompose en un flux de chaleur sensible, donc véritablement un transfert thermique jouant sur la température, et un flux de chaleur latente, donc l'équivalent énergétique du flux de molécules d'eau qui s'évaporent de la surface. Plus un sol est sec, moins il contient d'eau, donc moins il aura d'eau à évaporer. Ainsi, la quasi-intégralité du flux de chaleur sera donc sensible et donc chauffera l'air. Avec un sol humide, le flux de chaleur sera davantage latent, donc fera davantage évaporer de l'eau au lieu de faire chauffer directement l'air. Un sol sec amplifie donc le phénomène caniculaire et c'est même un cercle vicieux. Et c'est un cercle encore plus vicieux si le phénomène est également présent sur la zone d'où vient l'advection de température et... Spoiler alert! Les sols sont actuellement excessivement secs en Espagne et en Italie. Vous avez peut-être entendu parler de modélisation un petit peu farfelue montrant des températures dépassant les 46 degrés Celsius dans le nord-ouest de la France. Et c'était justement dû à une mauvaise paramétrisation de l'humidité des sols par certains modèles, qui la voyaient quasiment nulle, donc amplifiaient énormément le flux de chaleur sensible et in fine la température de l'air. Avant de se projeter, regardons déjà notre passé relativement proche. On remarque qu'à l'échelle de la France, les canicules se multiplient de plus en plus. C'est encore plus flagrant si on jette un coup d'œil à ces mêmes chiffres, mais par période de 15 ans. En plus du nombre de canicules qui augmente, l'intensité maximale de celle-ci ne cesse d'augmenter également puisqu'on bat régulièrement des nouveaux records absolus de température, comme en témoigne cette carte. Et on peut facilement remarquer avec les graphes suivants que les températures maximales chaque année ne font que croître. Dans un contexte de réchauffement climatique, comme son nom l'indique, il risque de faire de plus en plus chaud. Et c'est d'autant plus vrai probablement l'été en Europe de l'Ouest. D'après une étude publiée dans la revue Nature et reprenant les conclusions de nombreuses autres études, l'anticyclone des Açores, normalement situé autour de l'archipel du même nom, aurait tendance à remonter de plus en plus au nord et à englober de plus en plus souvent l'Europe occidentale, ce qui signifie un temps plus sec et donc davantage de subsidence et, comme on l'a vu précédemment, ce sont des ingrédients parfaits pour davantage de canicules. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager deux chiffres qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui ont marqué cette canicule de juillet 2022. Le premier, c'est le chiffre 3 tout pile. C'est l'heure à laquelle la station météo du Cap de la Hague, située à l'extrême nord-ouest de la pointe du Cotentin, en bord de mer, a enregistré un nouveau record absolu de température ce 18 juillet 2022 avec 32,8 degrés Celsius. La Hague, qui est davantage connue pour son centre de retraitement du combustible nucléaire usagé que pour ses records de chaleur à vrai dire. Ce qui est remarquable, c'est que ce record de température a été battu en pleine nuit, donc sans soleil, et ceci est dû à un léger effet de fun, donc c'est-à-dire une... Ah ouais, c'est peut-être le sujet d'une prochaine vidéo ça, tiens, l'effet de fun, ouais. Ce record efface donc celui du 2 août 1990, où il a fait, cette fois-ci en pleine journée, 31,4 degrés Celsius. Et par ailleurs, le mois de juillet 2022 est pour l'instant au Cap de la Hague le mois le plus chaud jamais enregistré. Le deuxième chiffre, c'est plutôt un nombre puisqu'il s'agit de 5184. C'est l'altitude en mètres de l'isotherme 0 degré mesuré par un ballon sonde au-dessus de la ville de Payerne en Suisse le 25 juillet 2022 et encore une fois, en pleine nuit également. C'est quasiment 400 mètres au-dessus du sommet du Mont Blanc et ce record efface le précédent qui était de 5117 mètres mesuré le 20 juillet 1995. Cool hein? Cool hein? Hey. J'espère que cette vidéo vous aura plu, tant sur le fond que sur la forme, que le thème abordé et que le format vous ont intéressé. N'hésitez pas à exprimer vos avis, vos réactions, vos impressions ou vos ressentis en commentaire, dites-moi ce qui a amélioré, et surtout, dites-moi quel thème vous aimeriez voir abordé ici dans de futures vidéos. À l'avenir, il se peut que d'autres vidéos, voire d'autres formats, incluant par exemple des interviews, apparaissent spontanément ou pas sur la chaîne, donc comme dirait l'adage, abonnez-vous pour ne rien rater.
Ah, puis j'oubliais, j'ai vu passer pas mal de conneries sur les réseaux sociaux concernant cette canicule et celle de 2019 d'ailleurs. Comme quoi c'était pire en 1976 ou en 1947, ou mieux que la température moyenne pendant tout le mois d'août 1895 était de 37 degrés Celsius à Paris. Enfin bref, plein de petites choses comme ça. Donc si vous voulez, on peut faire une vidéo débunkage de tous ces sujets, ou d'autres d'ailleurs. Donc là pareil, commentaire. Bon, il y a un temps pour tout, donc à la prochaine.